Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire. Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Altistoria ou plus précisément à la rediffusion du congrès Altistoria, la première édition du congrès qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 2024 au Théâtre d'Yssingeaux. Je vous laisse avec la première conférence de la journée du 17 novembre 2024 qui a eu lieu à 14h30. Elle a pour thème la Révolution et ses impacts au sein du monde paysan altiligérien en 1789. René Dupuis, président du Centre d'Histoire Sociale de Haute-Loire, et Erwan Leroy-Arnaud, administrateur et créateur de la compagnie théâtrale La Mobile Compagnie, une compagnie passeuse d'histoire, nous ont emmenés au travers des méandres de la Révolution française qui a impacté le monde altiligérien. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce deuxième jour du congrès Altistoria. Vous êtes ici pour une conférence sur la Révolution française en Haute-Loire, plus particulièrement sur ses impacts sur le monde paysan. D'accord ? Vous avez donc en face de vous deux personnes que je vais vous présenter avec plaisir en affichant leur nom au tableau, c'est toujours mieux. Monsieur René Dupuis, président du Centre d'Histoire Sociale. Voilà. Tu auras peut-être l'occasion de nous reparler d'ailleurs de ta structure. Je rappelle qu'on a un salon littéraire dédié qui se situe juste en face, une fois que la conférence est finie, où vous pouvez retrouver tous les intervenants sur leur stand pour échanger avec eux en privé. Et on a Erwan Leroy-Arnaud, qui est fondateur, administrateur de la Mobile Compagnie, qui est une compagnie qui nous raconte l'histoire locale, qui est passeuse d'histoire. Erwan est notamment passionné des archives et il va assister René durant cette conférence sur des lectures d'archives du monde paysan d'antan durant cette période de la Révolution française. Alors je vous laisse avec René. Ensuite, on aura un quart d'heure de questions-réponses où vous pourrez leur poser toutes les questions que vous avez à la suite de la conférence. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien, ça va ? Peut-être êtes-vous venus pour entendre la conférence dialoguée, et puisque c'est une conférence à deux voix, vous avez compris, pour entendre Didier Bourdelin vous parler des cahiers de doléances en Haute-Loire. Malheureusement, Didier a été empêché, donc je le remplace un peu au pied levé, je dois dire, mais devant cette défection, eh bien, il fallait trouver un sujet qui traite de la Révolution. Et nous sommes dans un département très rural, voire paysan à l'époque. Eh bien, donc j'ai proposé de traiter de l'impact de la Révolution française sur le monde paysan de la Haute-Loire, c'est-à-dire finalement la Révolution française a-t-elle été ou non profitable à la paysannerie de notre département. Voilà. Formidable été 1789.
vous le connaissez tous, mais vous savez, les députés des trois ordres qui avaient été convoqués par Louis XVI pour trouver une solution à la crise financière que connaissait le royaume, vous voyez que les crises financières, ce n'est pas tout à fait nouveau dans notre pays, vont en quelques jours mettre fin à ce qu'on va appeler très vite l'Ancien Régime. Alors très vite, eh bien, c'est le 14 juillet, la prise de la Bastille, qui très vite est apparue comme le symbole de la fin de la monarchie absolue. La nuit du 4 août eh bien, apparaît aussi comme le symbole, et puis il y a une réalité derrière, avec l'abolition des privilèges, comme étant la fin de la féodalité. Et puis, fin août, c'est le 26 août exactement, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire, en 17 articles, on rédige eh bien, ce qui va être les principes qui vont guider eh bien, la Révolution et au-delà, puisque ce sont des principes qui sont toujours, qui ont gardé toute leur validité. Et vous connaissez tous, bien sûr, l'article 1, les hommes naissent et demeurent égaux, libres et égaux en droit, etc. Et puis l'article 17, qui concerne beaucoup la paysannerie, j'y reviendrai, la propriété étant un droit inviolable et sacré, etc. Voilà, donc la Révolution française, c'est un événement considérable. Est-ce que ça a un impact réel pour la paysannerie française? Pour répondre à cette question, je vais le faire en deux points, deux parties. D'abord, je vais parler de la situation paysanne, que je vais évoquer rapidement, parce que ça serait plus qu'un sujet de conférence en soi. Rappeler quand même quelques points sur la situation des paysans de notre, alors je dis département, mais bien que le département n'existe pas avant la Révolution, la situation des paysans donc, de notre secteur avant la Révolution. La civilisation paysanne, parce que je n'hésite pas à parler de civilisation paysanne, puisque ça concerne 80% de la population du pays, et c'est quelque chose qui, c'est une façon d'être au monde qui a perduré pendant plusieurs siècles. Cette civilisation paysanne donc, est enracinée dans un petit territoire, un pays, et elle tire l'essentiel de ses subsistances de la terre. Donc il faut parler de la terre, parce que c'est au cœur des préoccupations de la paysannerie. Donc c'est une économie qui, sans être totalement autarcique, parce qu'il y a toujours eu des échanges, il y a des marchés, mais ce sont quand même des marchés de proximité, on dirait aujourd'hui. Donc c'est une économie qui est tournée sur elle-même pour répondre à ses propres besoins. Et la terre est à la base de tout ça, pour produire. Et pour le paysan, la terre est tout. C'est d'elle qu'il tire sa subsistance et c'est sa possession qui détermine la hiérarchie sociale. Parce que la propriété est très inégalement répartie, ça vous le saviez. Les uns sont des héritiers, ils ont hérité d'un patrimoine, et d'autres pas. Alors essayons de préciser ça. Je peux citer par exemple dans l'Amblavès, alors qui est considéré comme un bon pays. Amblavès, c'est le pays où on fait des emblavures, c'est-à-dire où on peut semer le blé. Donc sur le secteur de Rosières-Beaulieu, qui a été étudié par l'historien Gérard Sabatier, eh bien, je vous fais simple, hein, parce que c'est un article assez compliqué. Il estime qu'un quart des paysans ont moins de 5 cartonnés. Alors j'ai essayé de traduire les cartonnés. C'est entre 3200 et 3800 mètres carrés. Ça équivaut à peu près à un terrain de football. Mais n'imaginez pas un beau terrain, vous voyez, une belle prairie ou un joli champ comme un terrain de foot. Ce sont évidemment des tout petites parcelles d'inégale valeur. Donc c'est ce quart de population qui a quelques lopins de terre, c'est ce que j'appelle les paysans sans terre. Parce qu'il faut être très clair. Et il estime, toujours dans l'Amblavès, la moitié des paysans ont moins de 5 hectares. Et il estime que le minimum pour assurer l'indépendance d'un foyer d'agriculteurs, eh bien, il faut 5 hectares. Donc tous ceux qui sont en dessous de 5 hectares, on peut estimer que, en fait, ce sont des petits qui ils sont obligés de louer leurs bras pour, au moment des travaux, donc ce n'est pas toute l'année évidemment, pour compléter leur subsistance. Je vais prendre un autre exemple, là, cette fois non plus à travers la possession de la terre, mais à travers le métier qu'ils déclarent à leur mariage. Donc j'ai fait un travail sur la commune de Saint-Privat-d'Allier, sur la profession des hommes à leur mariage, donc entre 1771 et 1790. Donc on est juste dans la période qui nous intéresse. Il y a eu 185 mariages dans cette commune, ou cette paroisse, pardon. Eh bien, 44% se déclarent journaliers, donc ils travaillent à la journée. Si j'y ajoute ceux qui se déclarent brassiers,
ceux qui ont leurs bras, ils travaillent avec leurs bras. Garçons bouviers, bergers, eh bien j'arrive à 55%. Vous voyez que je ne suis pas loin des 50% que j'ai annoncé tout à l'heure pour l'Amblavès, pour ceux qui ont moins de 5 hectares. Puisque ce sont des gens qui ont des lopins de terre, mais qui sont obligés de louer leurs bras pour pouvoir survivre. 33% à Saint-Privat-d'Allier se déclarent laboureurs. Laboureurs, ça veut dire en principe qu'ils ont un attelage pour travailler la terre et donc qu'ils peuvent assurer une certaine indépendance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aisés, mais ça veut dire qu'ils ont une certaine indépendance. Le reste, c'est-à-dire 12%, eh bien, sont habitent essentiellement le bourg, donc ils sont artisans, commerçants, marchands, etc. Mais en fait, tous sont peu ou prou paysans. Ils ont tous quelques lopins de terre, soit qu'ils travaillent eux-mêmes, soit qu'ils font travailler par des domestiques ou par des journaliers. Par exemple, le notaire ne travaille pas forcément la terre lui-même, mais il a des terres. Voilà. Vous voyez que ceux qu'on peut appeler les héritiers, ceux-là sont dans des logiques de préservation, voire d'accroissement de leur patrimoine. Accroissement notamment par des stratégies matrimoniales. C'est ce qui est décrit dans le livre célèbre, mais qui concerne le Gévaudan, qui date des années 80, qui s'appelle « L'impossible mariage », qui montre comment c'est assez compliqué finalement pour pouvoir se marier en essayant de faire un mariage intéressant. Et puis il y a les paysans sans terre, eux ne sont pas du tout dans des stratégies patrimoniales, ils sont dans des stratégies de survie. Et beaucoup donc ceux qui travaillent à la journée doivent s'adonner à la mendicité à certains moments de l'année. Alors plusieurs cahiers de doléances, puisque ça c'est un petit clin d'œil que je fais à Didier, qui comme je vous l'ai dit au départ, est empêché. Donc plusieurs cahiers de doléances des paroisses de Haute-Loire se plaignent de la lourdeur des impôts que ne paient ni les nobles ni le clergé. Donc voilà un texte que j'ai extrait de l'article de Didier Bourlin dans Histoire sociale de la Haute-Loire, qui est consacré au cahier de doléances. Extrait de cahier de doléances de Tence. Les députés demeurent chargés d'exposer à l'Assemblée de la Sénéchaussée et faire inscrire dans le cahier la surcharge des impôts par la taille, la capitation et la dîme, que le nombre de misérables est le plus considérable des habitants, que le taux actuel des impositions est si considérable qu'on est obligé d'imposer tous les malheureux chargés de famille, nécessités à mendier une partie de l'année et qui sont nécessités à vivre avec peu de pain et des truffes, pommes de terre, qui se privent de sel et graisse pour pouvoir tremper leur peu de pain et coucher sur la paille sans drap, ni couverture, et que les frais faits par les receveurs des impositions pour se procurer paiement de ce à quoi ils se trouvent imposés finissent de les accabler dans leur malheureux état. Voilà une description, un tantinet peut-être exagéré, parce qu'on sait qu'il faut toujours se plaindre, hein, c'est bien connu, mais qui représente quand même une certaine réalité. Alors les impôts qui sont dénoncés dans ce texte, c'est la taille. La taille, c'est l'impôt foncier. Les terres nobles en sont dispensées. Il parle aussi de la capitation. Ça, c'est un impôt qui a été inventé, si je puis dire, sous Louis XIV. C'est un impôt par tête. Que paie tout le monde en fait. Et puis il y a la dîme. La dîme, c'est l'impôt, il parle aussi de la dîme, c'est l'impôt du clergé qui correspond en gros, mais c'est très variable d'un secteur à l'autre, environ 1/10 de la production. Donc avant de lever les gerbes, eh bien, par exemple, si c'est 1/10, eh bien, une gerbe sur 10 doit partir pour la dîme, l'impôt du clergé. Voilà, mais il y a d'autres taxes qui sont très impopulaire et dont se plaignent très souvent les paysans. D'ailleurs, il y est fait mention dans le texte, on parle du sel, puisqu'il dit de manger sans sel. Eh bien, c'est la gabelle. Le sel est taxé comme aujourd'hui l'alcool ou le tabac. Donc la gabelle, très impopulaire. Le cens, c'est l'impôt recognitif de la propriété éminente qu'a le seigneur sur des terres qui appartiennent aux paysans. J'y reviendrai. Et puis, il y a ce qu'on appelle les banalités. Le ban, c'est le pouvoir. Eh bien, les banalités, c'est l'obligation des paysans, suivant les seigneuries, eh bien, d'utiliser le moulin, le four du seigneur, moyennant toujours paiement d'une redevance, en général en nature. Voilà. Donc, avant la Révolution,
il faut comprendre que le système de propriété est assez complexe à comprendre pour nous, qui sommes dans un autre système. Le territoire, à l'époque, est quadrillé par des seigneuries laïques ou ecclésiastiques. Donc ecclésiastiques, c'est essentiellement les abbayes, comme la Chaise-Dieu, le Monastier, l'abbaye de Bellecombe, plus près d'Yssingeaux, mais aussi la Chartreuse de Bonnefoy. Donc tous ces seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, possèdent des terres, d'une part, en propre, et puis d'autre part, ils ont des droits sur l'ensemble de leur seigneurie. Donc les grands domaines qu'ils possèdent en propre, en général, ce n'est pas eux qui les cultivent eux-mêmes, mais ils sont affermés à un fermier et travaillés par des domestiques, par des journaliers et aussi par les corvées. Voilà, donc on va vous donner un exemple de ce que doit le fermier à son propriétaire, à son seigneur et propriétaire. Extrait de bail passé le 30 janvier 1788 pour 3, 6 ou 9 années. Entre le sieur Jean-Martin de Matussière, écuyer, seigneur de la Brugière et autres lieux, baron de Rochegude, habitant en son château de Mercœur, paroisse de Saint-Privat d'Allier, lequel a affermé et afferme, à Antoine Aymar du lieu et paroisse de Saint-Privat. L'entier domaine que le dit seigneur possède aux 10 lieues de Mercœur, moyennant la somme de 1700 livres, 2 cartons de pois blanc, un carton égale 20 litres, 8 cartons de pommes de terre, 3 chars de foin de 12 quintaux chacun, 150 bottes de paille, 4 chars de rave, 50 livres de beurre, 50 livres de fromage, 12 douzaines d'œufs, 6 paires de chapons, le quart de lard salé de 24 livres. Laquelle somme et autres objets du préambail, le dit Aymar promet et s'oblige à payer au dit seigneur de la Brugière, savoir l'argent, en son château de Mercœur ou en sa maison de Sauxilange puis de Dôme, au choix du dit seigneur, chaque année en 2 termes, l'un de 1200 livres aux rogations de chaque année et le second de 500 livres au premier de chaque année. Quant aux autres objets, il promet de les payer au dit seigneur en son château de Mercœur, le lard aux fêtes de Pâques de chaque année, les chapons aux jours qui lui seront demandés, promettant de les garder d'une année à l'autre, les pois blancs, les pommes de terre, les raves, la paille, le beurre, le fromage et les œufs à la Toussaint de chaque année et à la même époque jusqu'à la fin du dit bail. Convenu de plus que le dit Aymar sera tenu de ramasser chaque année quantité suffisante de pierres pour construire 6 toises de murailles de clôture, environ 11 mètres de longueur, et la terre nécessaire à la bâtir, et porter le tout où il lui sera indiqué par le dit seigneur bailleur ou par quelqu'un de sa part. Laquelle muraille n'aura que 4 pieds hors de terre, environ 1,20 m de hauteur. S'oblige en outre le preneur de jouir du dit domaine en bon père de famille et de faire au bâtiment qui le compose toutes les réparations qu'un bon locataire est tenu de faire. S'oblige aussi le dit Aymar de faire estiver, gardé par ses vachers ou bouviers et packagé sans aucune distinction avec ses autres bestiaux pendant la durée du dit bail, dans les packages et près du dit domaine, 4 bêtes à cornes et 2 juments poulinières appartenant au dit seigneur. Comme aussi de les prendre ou envoyer prendre dans l'écurie du dit seigneur pour aller au package, les y faire reconduire et attacher au retour. Convenu en outre que le seigneur bailleur donnera au dit preneur annuellement un arbre hêtre et 3 arbres sapins au bois de la Bessère pour son chauffage, qui seront marqués par le dit seigneur. S'oblige de plus le preneur de faire à ses frais les charrois, transport par charrette, et corvée au seigneur bailleur, et de lui fournir annuellement 28 journées de juments, sans que le dit seigneur soit tenu de nourrir les dites juments. Et outre les dites 28 journées, le dit seigneur bailleur aura le libre usage des juments du dit Aymar pour aller à la messe à Saint-Privat.
Voilà, je crois qu'il faut arrêter les numérations. Vous voyez que c'est assez copieux. Mais pour tout dire, je crois que les fermiers de ce domaine, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur cet exemple de domaine, eh bien, les fermiers ne devaient pas faire fortune parce que je constate qu'il y a une rotation assez importante. Donc, ils ne font pas forcément les 9 ans, puisque ce sont des baux à 3, 6 ou 9 ans. Et il y a une rotation assez rapide, un turnover, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Donc, le seigneur a des domaines qui la ferment. Par exemple, le seigneur de Mercœur, dont il est question tout de suite, avait sur la commune de Saint-Privat d'Allier et voisine au moins 5 domaines, plus d'autres termes. Enfin, vous voyez, c'est quand même considérable. C'est un gros propriétaire foncier. Mais il a par ailleurs des droits sur l'ensemble du mandement, c'est-à-dire de la seigneurie. J'y ai déjà fait allusion, puisque je vous ai dit que les paysans de ce mandement, de cette seigneurie, ont une propriété d'usage de leur terre, alors que le seigneur a une propriété dite éminente. Et donc, les propriétaires d'usage, les paysans, doivent lui payer le cens, comme je vous l'ai déjà dit, et faire un certain nombre de corvées. Les forêts appartiennent, les forêts c'est très important. Chez nous, en Haute-Loire, ce qui domine, c'est la forêt de pins. Mais vous savez que le pin est un arbre de lumière, donc c'est un arbre qui pousse en formation assez espacée, ce qui permet à l'herbe de pousser, parce que le soleil pénètre jusqu'au sol. Et donc le bois, c'est à la fois fournisseur de bois, alors bois d'œuvre, mais aussi ce qu'on appelle ici chez nous la garne. La garne, c'est quand on coupe les branches, et c'est pour chauffer les fours, et notamment les fours à pain, mais aussi les fours de tuiliers, etc. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ces forêts, donc, le plus souvent appartiennent, surtout si ce sont de belles forêts, elles appartiennent aux seigneurs, mais les seigneurs, à une certaine époque, ont pu concéder des droits d'usage, moyennant quelques redevances ou corvées. Et ces droits qu'ont les paysans, c'est les droits de pacage, c'est-à-dire d'amener leurs troupeaux, parce que je vous ai dit que c'était aussi des pâturages, et le droit de forestage, c'est-à-dire le droit de recueillir soit le bois mort pour le chauffage, ou parfois, dans une certaine limite, le bois d'œuvre, quand il s'agit des besoins personnels du paysan. Voilà, donc tout ça existe depuis le XIVe, XVe siècle en général, et donc existe toujours à la Révolution. Sur les terres privées, il y a d'autres droits qui pèsent. Ce sont les droits collectifs. Et notamment, le plus connu et le plus important, c'est sans doute la vène pâture, c'est-à-dire le droit, tel que le présente. Il y a une définition qui m'a paru assez claire et bonne à vous donner dans le livre de Louis Bertrand, c'était un homme de loi, son livre s'appelle « Usages locaux du département de la Haute-Loire », 1805. Voilà, je laisse la parole. Les hameaux ou sections de communes ont en général un troupeau commun qu'ils font packager, tant sur les terres dépouillées de leurs récoltes et sur les jachères qui leur appartiennent. C'est la vène pâture, c'est la vène pâture, que sur celles appartenant aux hameaux ou sections de communes qui les avoisinent, c'est le droit de parcours. Le package est également permis sur les prairies, mais pendant l'hiver seulement et jusqu'au 25 mars. Chaque propriétaire peut envoyer dans ce troupeau un nombre de bêtes proportionné à l'étendue du terrain qu'il possède. Il concourt au paiement et à la nourriture du berger. Il profite des nuits du troupeau suivant le nombre de bêtes qu'il y a envoyées. Voilà, donc quand il dit suivant le nombre de bêtes qu'il y a envoyées, ça veut dire suivant le nombre de bêtes qu'il est en mesure de tenir chez lui l'hiver, pendant la morte saison. Donc il a suffisamment de terre et de foin pour pouvoir tenir ses bêtes. Donc ce n'est pas un système égalitaire, puisque les paysans, ce qu'on peut appeler les forts paysans, ont plus de droits, mais c'est un système qui permet aux paysans sans terre de survivre. Donc ils y sont très attachés. En plus des terres appropriées, il y a aussi des terres non appropriées, ce qu'on appelle les communaux, les communs. Alors ça, c'est en fait des biens de section le plus souvent, c'est-à-dire qu'ils appartiennent. Les gens du village ont un droit d'usage sur ces terres, et ces droits ces communaux sont pour l'essentiel des terres, des pâturages, parce que ce sont des terres plutôt qui sont dans les hauteurs, sur les montagnes, donc qui ne sont pas très fertiles pour pouvoir être cultivées.
si les terres étaient fertiles, elles auraient été appropriées probablement, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'empiètements sur ces terres communes. Mais ces terres communes existent, tous les ayants droit du village, justement, y ont des droits. Au XIXe siècle, ça a donné lieu à beaucoup de conflits, mais ce n'est pas l'objet de mon exposé aujourd'hui. Mais les paysans sans terre, encore une fois, ils sont très attachés, puisque c'est pour eux assez vital par rapport à leur survie. Alors maintenant, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que la Révolution a changé dans la vie des paysans de Haute-Loire. Donc je vous ai dit en introduction, au moins deux articles, les trois principes avaient beaucoup d'importance pour les paysans. Les deux premiers sont dans l'article 1, c'est-à-dire la liberté et l'égalité. La liberté en matière économique, ça s'appelle le libéralisme. Hein, il faut le voir comme ça. Et les révolutionnaires, en matière économique, sont des libéraux. On verra que ce n'est pas sans poser problème pour la société paysanne. Le deuxième principe, c'est l'égalité. Donc les droits seigneuriaux, après la nuit du 4 août, les droits seigneuriaux sont supprimés, le cens, les corvées, les banalités. Donc là, les paysans vont pouvoir, par exemple, construire un four à pain de village, donc qui le gère de façon, on va dire démocratique, en tout cas collégiale. Enfin, voilà. Sans doute que les coqs de village y ont un peu plus de droits que d'autres, mais enfin, voilà, ça peut se passer pas trop mal. Voilà, donc ça, c'est les deux principes. Les autres principes par rapport à l'égalité, c'est la suppression du droit d'aînesse. Alors, le droit d'aînesse, évidemment, c'est très injuste, puisque c'est l'aîné qui hérite de tout, et les cadets sont ceux qui errent par les chemins ou qui entrent dans l'armée, si on est du côté des nobles, mais pour les gens du peuple, eh bien, leurs choix ne sont pas très étendus. Donc, ce droit d'aînesse, en fait, il faut le comprendre, dans la société traditionnelle, c'était la condition du non-partage des terres, comme déjà il en manquait, eh bien, c'était la condition de la survie de la maisonnée et des biens. Donc le droit d'aînesse a véritablement posé, la désuppression du droit d'aînesse a véritablement posé quelques problèmes dans le monde paysan, et on a trouvé des aménagements, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le quart précipitaire qui a été donc instauré et qui permet le partage entre tous les enfants de façon égale, mais avec la possibilité de laisser un quart en plus hors part à celui qu'on désigne comme l'aîné, c'est-à-dire celui qui va reprendre le patrimoine. Donc il est, par la loi, il peut être avantagé. Mais ça signifie aussi que celui qui reprend les terres, qui a bénéficié du quart précipitaire, il doit quand même, c'est le terme de l'époque, au XIXe siècle, il doit désintéresser ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'une bonne partie des gains qu'il peut faire privés peut être grévé de droits, et un des droits, c'est par exemple la vène-pâture, c'est-à-dire qu'on peut avoir un champ, on est propriétaire du champ, mais il n'empêche que tout le village peut mettre le troupeau à un moment donné. Si, vous voyez, au XIXe siècle, on commence à se poser la question de développer l'élevage et donc de remplacer la jachère par les cultures fourragères. Si je fais des cultures fourragères sur une parcelle qui m'appartient, mais que tout autour c'est la jachère, comment je vais faire par rapport au troupeau? C'est pas possible. Donc vous voyez la problématique qui est derrière, hein. C'est assez important. Voilà, donc on peut reprendre un petit peu les textes qui énoncent ces principes contradictoires du libéralisme et des pratiques communautaires qui sont en opposition. Décret de la Convention nationale du 10 juin 1793, an 2 de la République sur les biens communaux. Article 1er. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ou d'une section de communes ont un droit commun. Article 6. Les communes où les citoyens ont joui jusqu'à présent du présent droit d'y conduire leurs bestiaux continueront à en jouir comme par le passé. Arrêté du 25 Thermidor an 3, 12 août 1795. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur ou au dehors.
Bon, vous avez bien compris que ces deux séries d'articles sont contradictoires. Le premier article, mais qui est des 1793, c'est-à-dire la période la plus, on va dire, la plus révolutionnaire et la plus égalitariste, dit finalement les biens communaux existent toujours et les citoyens d'un village ou d'une section, eh bien, y ont leurs droits. Ils continuent à avoir leurs droits. Et puis l'article du 12 août 95, là, on est dans le directoire, c'est-à-dire dans une période plus bourgeoise de la Révolution, eh bien, on énonce le principe du libéralisme. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré, etc., etc. Donc voilà deux principes. Et de ces deux principes eh bien, vont naître des conflits qui résultent de deux conceptions opposées de la propriété. Donc les conflits, je vais vous en donner un exemple, qui s'est déroulé dans le secteur d'Allègre en 1794. Donc c'est le comité de salut public qui a pris, alors au niveau national, mais ça a été repris par le comité départemental, qui prend un arrêté qui suspend provisoirement l'usage de la veine pâture jusqu'à la seconde faux. Alors je m'explique. Ça veut dire que, alors que la veine pâture pouvait dans les prairies pouvait s'appliquer après la levée du foin, eh bien, elle ne s'appliquera plus désormais qu'après la levée du regain, la 2 secondes faux. Je dis en parenthèse pour les gens du Puy, c'était le régime qui existait sur la prairie du Breuil, qui était une propriété du seigneur évêque du Puy. Passé la Saint-Jean, eh bien, que les foins soient coupés ou non, les habitants du Puy avaient libre accès à cette prairie qui était considérable, puisque ça correspond à la prairie, enfin à la place du Breuil, la place Michelet, plus le jardin Henri Vinet. Ouais, vous voyez, c'est une très belle parcelle à l'époque. Et il y a eu des conflits avec le seigneur évêque. Voilà, donc revenons à Allègre, et je laisse la parole à notre lecteur d'archives. Un attroupement d'une 50aine de personnes, armées de bâtons et de pierres, a parcouru la commune pour rassembler tous les bestiaux et les conduire de force dans les prés portant du regain appartenant aux citoyens Jacques Grandjon, juge de paix, Jacques de Sille, juge au tribunal civil, etc. Les propriétaires aisés requièrent un détachement de volontaires de la garde nationale du canton pour chasser les intrus de leurs prés. Ils se transportent sur les lieux du litige avec le maire décoré de son écharpe qui tente de lire l'arrêté interdisant le package des bestiaux, ce qu'il ne peut faire à raison du grand bruit et tumulte que soulève la présence de la force publique. Il somme les personnes attroupées de quitter les lieux, ce qu'ils n'ont voulu faire, en nous disant que malgré nous et malgré les arrêtés que nous avions en main, ils packageraient tous les regains de la commune d'Allègre qu'ils avaient accoutumé de packager les années précédentes en se portant en injure tant contre nous que contre les propriétaires qui voulaient les expulser. L'opposition tourne alors à l'émeute. Les rebelles tentent de désarmer les gardes nationaux. Finalement, la force publique s'impose et les plus furieux des chefs de l'attroupement sont arrêtés et conduits aux casernes à défaut de maisons d'arrêt. Le surplus de l'attroupement se dissipe en emmenant leurs bestiaux, en menaçant les propriétaires de les y ramener en plus grand nombre, malgré les susdits arrêtés et la force armée. La rébellion des petits paysans d'Allègre s'étend aux communes voisines. Il s'ensuit un procès où les possesseurs de la majeure partie des prairies dénoncent la rixe scandaleuse dont ils sont victimes, qui finirait par causer un soulèvement général et la ruine des réclamants. Alors que les paysans sans terre, sans droit de pâture, sont obligés d'acheter le foin à un prix exorbitant et ils font valoir l'intérêt général. Lorsqu'il s'agit de faire une réclamation de la part d'une commune ou d'un canton, c'est toujours l'intérêt et le bien général qui doit l'emporter sur l'intérêt particulier. Dans l'espèce dont il s'agit, l'on a pris l'inverse, puisqu'on a sacrifié plus de 150 indigents pour favoriser 7 ou 8 particuliers à l'aise. L'affaire traîne en longueur, car les textes sont contradictoires. Finalement, l'administration départementale rétablit l'usage ancien de la veine pâture dans la commune d'Allègre et dans toutes les autres qui se trouvent dans le même cas et demande au corps législatif de statuer de manière définitive sur cette question. Bon,
les 7 ou 8 particuliers, en fait, c'est le juge de paix, c'est des gens qui travaillent au tribunal, etc. Donc c'est plutôt de la bourgeoisie rurale, et c'est eux qui, véritablement, ont profité de la Révolution, parce que la question qui se pose, les paysans ont-ils pu profiter des terres qui ont été expropriées, parce qu'il y a eu quand même une mutation des territoires fonciers très importante à la Révolution, avec les expropriations des biens de l'Église et des biens des seigneurs émigrés, puisqu'un certain nombre, et même un nombre certain, ont émigré. Donc, en fait, on le sait, ces terres ont été vendues en lots très importants, donc ce qui faisait que les enchères portaient sur des sommes trop importantes pour les paysans moyens, sans parler des paysans très pauvres. Et donc, finalement, ça a profité à quelques riches laboureurs, mais surtout ça, à des gens comme les notaires, le juge de paix, bon, etc., des gens de la campagne ou de la ville aussi, qui ont pu acquérir des biens fonciers importants. Je pourrais revenir un instant sur le cas du seigneur de Mercœur, dont on a vu tout à l'heure l'exemple du bail qu'il a passé pour son domaine. Eh bien, les seigneurs de Mercœur, au moment de la Révolution, étaient 3 héritiers. Ils étaient 3, 2 garçons et une fille, et un des garçons a émigré. Donc, il a été exproprié. Les Mercœur ont été expropriés d'un tiers de leurs terres. Qui les a rachetés? C'est le frère et la sœur. Donc, ils ont perdu certes de l'argent, puisqu'il a fallu payer, mais ils ont gardé leurs terres, dans ce cas-là. Dans d'autres cas, eh bien, c'est plutôt comme je le disais déjà, ce sont plutôt des bourgeois qui ont pu se tailler des domaines fonciers plutôt à bon compte. Voilà. Donc, au début de la Révolution, dans l'ensemble, les paysans adhèrent plutôt à la Révolution, et sur ce que j'ai pu voir, mais je n'ai évidemment pas tout étudié, ils participent à l'élection des conseils municipaux, ils s'enrôlent dans la garde nationale. La garde nationale, eh bien, elle était composée au niveau des communes, ou plus souvent des cantons. C'était des sortes de milices de citoyens chargés de maintenir l'ordre à l'intérieur du canton, mais aussi de défendre les principes de la Révolution si ceux-ci étaient attaqués par des ennemis. Donc, en fait, le divorce qui s'est peu à peu produit entre une partie de la masse paysanne, pas la totalité, mais une bonne partie de la masse paysanne et la Révolution, il découle de 2 choses. D'une part, du fait que le clergé se désolidarise avec la Révolution, avec l'obligation du serment, donc que l'évêque Dupuy refuse, et la grande majorité il entraîne avec lui la grande majorité des curés, donc ce sont les curés dits réfractaires, et donc ces curés ont une influence très importante au niveau de la population. Ça, c'est le premier fait. Puis d'autre part, c'est quand la Révolution française a été en but aux puissances étrangères, et donc il y a eu ce qu'on a appelé la levée en masse, c'est-à-dire l'enrôlement de force des jeunes gens. Et donc là, il y a eu véritablement, dans beaucoup de communes, une sorte de rébellion pour refuser. Donc voilà, le divorce des paysans et de la Révolution ne date pas de 1789, mais des années qui suivent. Et il va peser lourdement pendant tout le XIXe siècle, parce que c'est assez tardivement, progressivement, une majorité de la population se rallie à la République. Parce qu'à l'époque, pendant tout le XIXe siècle, quand on disait droite-gauche, eh bien droite, ça voulait dire royaliste, gauche, ça voulait dire républicain, tout simplement. Alors voilà, il me faut conclure. La Révolution a bien libéré les paysans de la tutelle des seigneurs. Bon, plus de sens, plus de corvée, plus de droits de banc. Bon, c'est quand même loin d'être négligeable. Mais ça n'a pas changé fondamentalement les conditions de vie des paysans. Les paysans sans terre continuent à louer leurs bras, mais quand les travaux agricoles exigent leur présence et la main-d'œuvre, mais aussi beaucoup par l'émigration saisonnière, puis définitive. Donc voilà, ça va être en fait la solution pour échapper à la mendicité.
il faut dire que la Haute-Loire a été, quand on compare à d'autres départements voisins et donc comparables, eh bien, la Haute-Loire a connu sa dépopulation plus tard. Une des causes a peut-être été dans l'importance des revenus secondaires qu'on pouvait tirer, notamment les femmes, à travers la dentelle. Même si les revenus n'étaient pas considérables, eh bien, c'était un petit plus qui a pu maintenir sur place une partie de la population. Mais en ce qui concerne les grands domaines, on m'a envoyé très récemment un texte qu'on va sans doute publier sur un bail du domaine de Saint-Zèle. C'est un très gros domaine qui est actuellement sur la commune de Blavozy et qui a été racheté par un bourgeois du Puy qui s'appelle Aide. C'est une famille, disons du Puy, une famille bourgeoise. Et ce bail est en tout point comparable à celui qui vous a été lu et qui, lui, était d'avant la Révolution. Alors que celui de la famille Aide, il date des années 1820. Donc, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Par contre, la Révolution... donc voilà ce qui s'est passé à court terme. Mais à long terme, la Révolution a mis en place des conditions du changement futur qui interviendront en fait en Haute-Loire, surtout avec le désenclavement de notre département. Si vous voulez des dates, on peut retenir que le train arrive au Puy en 1866, que la ligne des Cévennes qui qui suit la vallée de l'Allier, c'est 1870. Donc le désenclavement date du dernier tiers, on va dire, du XIXe siècle. Parmi je vous ai dit, les conditions sont mises en place pour les changements et pour la modernité. Un changement dont je n'ai pas encore parlé, qu'on ne met pas forcément en avant, à tort, parce que c'est très important, même si à court terme, ça n'a rien changé dans les campagnes, c'est l'adoption du système métrique. C'est-à-dire, au lieu de mesurer les superficies en mélanché, en cartonné, qui sont complètement différentes d'un canton à l'autre, voire d'une commune à l'autre, et on s'y perdait complètement, eh bien, la Révolution met en place un système décimal, système unique, uniforme pour tout le pays. C'est un progrès considérable. Les paysans ont tardé à l'adopter, à vrai dire. Je me souviens encore gamin, j'entendais les gens du village parler des cartonnés. Ça existait encore. Mais bon, malgré tout, si on veut créer un marché national, encore faut-il avoir pas trop de difficultés pour mesurer les quantités. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les principes de la Révolution sont en fait aux antipodes de ceux de la civilisation paysanne, qui est une civilisation millénaire, je le rappelle. La liberté, qu'on peut appeler libéralisme en termes économiques, c'est complètement opposé aux pratiques communautaires. Puisqu'aux pratiques communautaires, on est obligé de satisfaire la communauté, de se plier aux desiderata de cette communauté. La propriété de plein exercice, c'est antinomique avec les droits d'usage, avec la venpature, avec les droits de package. L'émancipation de l'individu qu'a permis la Révolution française, qui a permis véritablement la montée de l'individualisme, l'individu, eh bien, s'oppose totalement, point par point, à la soumission de l'individu à quelque chose qui lui est supérieur, et qu'en Gévaudan on appelle l'Oustau. L'Oustau, c'est quoi? C'est à la fois la maison où on habite, mais c'est bien plus que ça, c'est la famille, et c'est plus que ça, ce sont les biens, et c'est ça qui est le plus important. Donc l'individu qui appartient à cet Oustau est lui-même soumis aux impératifs de cette maisonnée, et c'est comme ça que les cadets, par exemple, eh bien, devaient se soumettre à cette loi qui était évidemment injuste, mais qui permettait le maintien, voire l'amélioration de cet Oustau. Voilà, donc les véritables changements civilisationnels dans les campagnes interviendra dans le dernier tiers du siècle, du 19e, avec le désenclavement et l'arrivée du train. Donc je vous ai donné les dates. Alors le paysan va devenir agriculteur parce qu'il va progressivement insérer son activité dans un marché national.
plus tard internationale, mais ça intervient bien plus tard. Donc les pratiques communautaires sont peu à peu abandonnées au profit des conceptions libérales, individualistes, promues par la Révolution. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Merci. Merci René. René Dupuis, président du Centre d'histoire sociale. Alors rapidement, 1 ou 2 questions maximum, si c'est possible. Si vous avez des questions pour René sur le sujet, qui était très très complet, j'ai trouvé, très clair. C'est jamais complet en fait. Hein, mais pardon. Presque complet alors. Pas de questions? Bon. Donc c'était bien complet, René. Ah oui. Non, je les ai assommés en fait. Non. Bravo, bravo René, on peut t'applaudir encore. Et merci Erwan. Merci Erwan pour les lectures d'archives qui donnent de la vivacité et de l'énergie à la conférence. Merci beaucoup. Je rappelle qu'Erwan est en résidence patrimoine avec sa compagnie au sein de la ville d'Yssingeaux de 2024 à 2026, c'est ça. Et que vous pouvez le retrouver dans les assemblées, c'est ça Erwan, de temps en temps. Vous faites des spectacles, des lectures. Un spectacle, voilà. Sur les Béates. Un spectacle sur les maisons d'assemblée sur l'histoire des Béates que vous pouvez retrouver dimanche prochain à 15h à la maison d'assemblée du Mont à l'Entrillac, par exemple. L'annonce est passée, merci. Le pot d'inauguration du congrès, c'est maintenant. On a pas mal de personnes qui nous attendent au salon. Donc on va pousser les portes ici et vous pouvez nous rejoindre directement. Voilà, il y a un petit mot d'inauguration. Et la table d'après, c'est la table ronde sur la bête du Gévaudan. Je vous la recommande parce qu'on a 4 experts de la bête qui vont s'écharper sur le sujet. Voilà, à tout à l'heure. Merci encore. Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Singelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la bête du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire.